Emmanuel Navon, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous allons mettre exceptionnellement de côté, on va dire, la politique israélienne et ses multiples rebondissements en perspective des élections du 2 mars pour parler de ce qui est l'événement, on va dire, on peut pas seulement de la journée, de la semaine, peut-être même de l'année. Certains diront même qu'il s'agit d'un des événements les plus importants depuis la création de l'État d'Israël. C'est ce sommet de près de 50 chefs d'État, têtes couronnées, qui viennent en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz pour parler du souvenir de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme. Alors, tout d'abord, je voudrais, avec vous, qui êtes professeur de relations internationales, essayer d'évaluer, d'estimer, de mesurer l'impact que peut avoir un tel sommet pour l'État d'Israël sur le plan diplomatique. Quels peuvent être les résultats d'une telle rencontre ici à Jérusalem ? Je pense qu'il y a déjà un symbole, le fait qu'il y ait autant de chefs d'État et de gouvernement qui se rendent en Israël. On n'a pas vu finalement un tel nombre de dignitaires étrangers en Israël depuis l'enterrement, les funérailles d'Yitzhak Rabin et également de Shimon Peres. Donc cela montre effectivement que Israël est devenu une puissance dans le monde, un pays dans lequel se rendent les grands de ce monde pour un événement qui concerne pas seulement Israël, mais également le reste de la communauté internationale. Et ça n'est sans doute pas un hasard si cet événement finalement continue d'être boycotté par nos voisins immédiats, même les pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques comme l'Égypte et la Jordanie. Donc cela montre bien qu'Israël est sur la carte diplomatique, mais que malheureusement la normalisation avec nos voisins immédiats n'a pas encore été atteinte. C'est vrai, et c'est étonnant de constater effectivement que le monde arabe ne répond pas du tout à ce genre d'invitation, même lorsqu'il s'agit de la lutte contre l'antisémitisme ou de la mémoire de la Shoah. Vous parliez de l'assassinat des funérailles d'Yitzhak Rabin. Il y avait de nombreux leaders arabes à l'époque, au moment de ses obsèques. Comment vous expliquez cela finalement, même sur le plan diplomatique ? Ça veut dire qu'en dépit de tout ce que l'on dit, eh bien, Israël reste tout de même isolé dans sa région ? Alors justement, je pense que l'absence des représentants des pays arabes en dit long justement sur le rapport du monde arabe et du monde musulman à la question de la Shoah et de l'antisémitisme. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une des sources principales de la violence anti-juive en Europe vient justement des immigrants musulmans, et qu'il y a toujours dans le monde arabe et dans le monde musulman aujourd'hui, existe toujours également un négationnisme de la Shoah, où les livres négationnistes continuent d'être des best-sellers et où les thèmes négationnistes apparaissent de façon régulière dans les médias, et souvent parfois même par des chefs d'État et de gouvernement. Je vous rappelle que le chef de gouvernement malaisien, Mahathir, est un négationniste déclaré. Et c'est également le cas de Mahmoud Abbas, qui avait fait son doctorat négationniste sur la Shoah. Donc le monde arabo-musulman continue d'avoir un problème, je dirais, avec la Shoah et également avec l'antisémitisme. Alors justement, puisque vous parliez de Mahmoud Abbas, je disais tout à l'heure dans la présentation, dans le premier journal, que Emmanuel Macron sera le seul chef d'État qui vient ici en Israël dans le cadre de ces commémorations à rencontrer Mahmoud Abbas, qui, on le sait effectivement, vous le disiez, a, on va dire, une position, on va dire, avait rédigé, on va dire, pour être plus neutre, un doctorat qui avait des relents négationnistes dans les années 80 à Moscou. Comment vous expliquez que la France sent toujours le besoin de vouloir, même lorsqu'il s'agit de la mémoire de la Shoah, associer les Palestiniens d'une manière ou d'une autre à ces rencontres ? Je pense que du point de vue Vous pensez que c'est une erreur de Macron, une erreur de sa part ? Je pense que en tant que chef d'État, en tant que président français, il est normal qu'Emmanuel Macron se soucie avant tout des intérêts de son propre pays. Et lorsqu'il se rend en Israël, pour la première fois, je vous rappelle, depuis qu'elle a été élue président de la République, alors bien que l'événement soit effectivement un événement spécifique lié, comme on l'a dit, à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, du point de vue de la diplomatie française, j'imagine que pour Emmanuel Macron, cela serait perçu comme allant à l'encontre des intérêts français de ne pas
avoir également une rencontre avec Mahmoud Abbas alors qu'il est en Israël. Mais il est intéressant de voir que la France est l'un des seuls pays européens qui ressent encore ce besoin d'équilibre entre guillemets, c'est-à-dire si on vient en Israël, il faut aussi faire une visite de politesse à l'autorité palestinienne. Effectivement, à ma connaissance, ça n'est pas dans l'agenda des autres dirigeants européens et cela montre bien que la diplomatie française continue effectivement d'être très attachée à ce que l'on appelle la politique arabe de la France. Alors, pour revenir à ces chefs d'État qui sont ici, on a peut-être le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que leur venue est certes importante, mais peut-être il y a derrière cela une manière d'essayer de se disculper de ce qui est finalement l'événement de ces dernières années, la résurgence de l'antisémitisme dans la quasi-totalité des pays qui seront représentés demain par ces chefs d'État. Il y a de nombreux chefs d'État d'Europe centrale, de pays dans lesquels l'antisémitisme ressurgit, même à travers multiples formes de nationalisme et il y a d'autres pays, y compris même les États-Unis où on le sait, l'antisémitisme a frappé durement ces dernières années. Oui, sauf que lorsque l'on regarde les violences, les attentats les plus meurtriers contre les Juifs ces dernières années, depuis 2012, on va dire, c'est essentiellement en France. Il y a aussi de grosses attaques, évidemment, au Royaume-Uni et en Suède. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine résurgence pardon, de l'antisémitisme classique en Europe de l'Est, mais la violence anti-juive qui est meurtrière, elle est essentiellement djihadiste. Et elle a lieu essentiellement en Europe de l'Ouest. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper sur le nouveau visage de l'antisémitisme, à savoir un antisémitisme musulman, il faut le dire, mais également un antisémitisme qui est également antisioniste de l'extrême gauche, qui associe toujours les juifs à la finance, au pouvoir économique, à une espèce de pouvoir maléfique qui contrôle l'économie mondiale. On le retrouve dans le discours de l'extrême gauche aujourd'hui en Europe, qui associe justement Israël à ce que l'on appelait en France à l'époque, à la fin du 19e siècle, à l'époque de l'affaire Dreyfus, on appelait ça la juiverie. Oui. Aujourd'hui, c'est le sionisme, c'est Israël, ce sont les juifs, mais les thèmes sont les mêmes. Et cet antisionisme, qui est également un antisémitisme de l'extrême gauche, il a une histoire, il existe également, et par conséquent, l'antisémitisme, c'est évidemment aussi l'antisémitisme de l'extrême droite, mais pas seulement. Alors, au lendemain de ces commémorations, est-ce que vous avez le sentiment que ces chefs d'État peuvent prendre ici une décision qui les engagerait pour la suite, pas seulement au niveau de la transmission de la Shoah, mais au niveau justement de la lutte contre l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a un moyen de s'unir au sein de la communauté internationale pour lutter plus efficacement contre cet antisémitisme qui ressurgit? Vous savez, cette question de l'antisémitisme, il y a une solution qui a été trouvée avec l'établissement d'État d'Israël. Donc, autrement dit, Théodore Herzl avait déjà répondu à cette question au moment de l'affaire Dreyfus. Et aujourd'hui, le problème de l'antisémitisme, le fait que les Juifs continuent d'être la cible de haine à travers le monde, eh bien, il y a à cela aujourd'hui une solution. Donc, je pense que la solution, elle existe déjà. Ensuite, qu'il y ait encore des résurgences de haine ici et là et de violence contre les Juifs, c'est effectivement un fait. Mais, comme je l'ai dit, la solution, elle a été trouvée, elle est là, elle s'appelle l'État d'Israël. Alors, je voudrais vous poser une question plus focalisée sur les relations entre Israël et la Russie, parce que demain matin, pour une visite éclair, Vladimir Poutine sera là, et on parle beaucoup, on va dire, de sa visite, d'une éventuelle annonce concernant une grâce présidentielle envers Naama Issachar, cette jeune Israélienne qui est détenue depuis plusieurs mois dans les prisons soviétiques, dans les prisons russes, pardon. Mais tout cela, il semblerait que cela ne sera pas un geste gratuit et qu'en échange, eh bien, Israël risque de payer très cher cette libération. La presse israélienne, nous allons le voir tout à l'heure, donne toute une liste d'exigences faites par les Russes, y compris concernant des zones, des territoires qui sont disputés, même dans le centre de Jérusalem, comme le Migrash Harussim, dont nous ne sommes pas loin ici. Vous pensez que le jeu en vaut la chandelle, que finalement Israël doit s'aligner sur les exigences de Vladimir Poutine, y compris même par rapport à la Pologne, aux différents historiques entre la Russie et la Pologne concernant leur responsabilité dans la guerre? Je
pense que le Premier ministre a des décisions à prendre, c'est sa responsabilité en tant que Premier ministre. Il est clair que Naama Issachar a été arrêté non pas par la justice mais par le pouvoir exécutif. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire indépendant en Russie et que c'est clair que Poutine utilise Naama Issachar comme otage. Et cet otage, il l'a pris justement pour, à l'époque, qu'Israël n'extradie pas vers les États-Unis ce fameux hacker russe qui était dans les prisons israéliennes. Alors, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé à l'époque d'extradier ce hacker russe aux États-Unis. Donc, en prenant cette décision, il savait très bien que Naama Issachar resterait en prison. Oui. C'est lui qui a pris cette décision. Maintenant, si maintenant il veut la libérer, c'est clair qu'il y a un prix à payer. Poutine ne va pas la gracier sans qu'il y ait un prix à payer. Donc, c'est une décision à prendre. Si on veut que Naama Issachar soit libérée, et je veux qu'elle soit libérée personnellement en tant que citoyen israélien, il est évident que 7 ans de prison pour 9 grammes de marijuana, c'est une aberration, c'est un crime de l'État russe contre elle. Et donc Israël a la responsabilité de tout faire pour la libérer. Je pense qu'à l'époque, Netanyahou aurait dû accepter finalement de ne pas extradier ce hacker russe pour libérer Naama Issachar. Il ne l'a pas fait. Il a une deuxième chance aujourd'hui de le faire. Je pense que si Netanyahou a pu libérer des centaines de terroristes du Hamas avec du sang sur les mains, qui ont refait des attentats terroristes depuis pour la libération de Gilad Shalit, il peut, je pense, faire un geste également à Poutine pour la libération de Naama Issachar. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux décrypter donc ce sommet international qui va se tenir aujourd'hui et demain à Jérusalem en présence de quelques 50 chefs d'État, premiers ministres, ministres et têtes couronnées. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Bonne journée.